Bonjour à tous et bienvenue sur le Dazibao en bref. Désormais, chaque épisode du podcast sera accompagné de sa version abrégée pour les auditeurs pressés. En moins de 30 minutes, mes invités se prêteront à l'exercice compliqué du résumé et de la concision. Et pour ceux qui souhaiteront poursuivre la découverte du sujet de recherche de mon invité, je vous invite à écouter la version longue de cet épisode sur le site internet du Dazibao et sur votre plateforme de podcast préférée. Je vous souhaite à tous une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue au Dazibao en bref. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Matteo Bocos. Salut Matteo. Salut. Merci beaucoup d'être avec moi pour discuter donc de ton travail, ton mémoire de Master 2 en sécurité internationale et défense qui s'intitule Passer le flambeau, étude des processus d'autochtonisation en contre-insurrection. Tu as réalisé ce travail sous la direction de Madame Isabelle Dufour à l'université Jean Moulin Lyon 3. C'est ça, j'ai tout bon? C'est tout bon. Merci encore pour l'invitation. Eh ben merci à toi de participer à cet épisode du Dazibao en bref qui est pas évident, mais je suis sûre que tu vas très bien t'en sortir. Donc tu connais le principe, on veut quasiment tout savoir en un temps réduit sur le sujet que tu as traité, donc sur l'autochtonisation en contexte de contre-insurrection. C'est à toi, raconte-nous tout. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu faire avec ce mémoire? En fait, via un partiel de licence, je me suis posé une question en remarquant un point commun entre deux situations, donc c'était l'Irak et l'Afghanistan. Je me suis demandé, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à creuser sur leur utilisation des peuples autochtones dans la contre-insurrection, dans le cadre d'une intervention étrangère. Donc j'ai creusé un peu plus cette histoire en master, qui m'a donné ce projet de mémoire sur l'autochtonisation de la contre-insurrection. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'autochtonisation, c'est un concept que je développe qui s'intéresse à tous les phénomènes où on cherche à rendre autochtone quelque chose qui ne l'est pas. Via un état de littérature, j'ai trouvé plusieurs exemples historiques, notamment dans les études postcoloniales, ou au Canada, où il y a une cohabitation entre des autochtones et des non-autochtones. J'ai trouvé plusieurs processus d'autochtonisation. Donc on trouve le remplacement, l'intégration, l'acculturation ou l'autonomisation. Cet état de l'art m'a permis de développer une définition générale pour un concept qui s'appliquerait à tous les domaines scientifiques. L'autochtonisation est donc l'ensemble des processus de remplacement, d'intégration, etc. d'un objet étranger par un objet autochtone. Et à partir de ce concept général, j'ai dû l'opérationnaliser pour l'appliquer à la contre-insurrection. La contre-insurrection, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des moyens civils ou militaires qui sont mis en place pour faire face du coup à une rébellion de la population. C'est une définition plutôt classique, il y en a d'autres qui existent, mais c'est une définition de travail. Et du coup, mon but est de voir, en développant une grille commune d'analyse, de voir ce qu'on peut retrouver des points communs finalement, à travers des cas historiques très différents, ce qu'on pourrait trouver des points communs dans cette autochtonisation. Je savais, via mon état de l'art, qu'on retrouve en soi des exemples historiques qui n'ont pas été conceptualisés comme tels, mais qui pourraient relever de ma définition. Donc par exemple, on a les mises de défense, les forces supplétives, ou tout ce qui est dans le cadre de de l'assistance militaire internationale, où là, les États-Unis ont été très forts là-dessus, ils ont développé plein de concepts, que ce soit le Security Force Assistance, le Security Cooperation, plein de concepts comme ça. Il y a aussi le Foreign Internal Defense. C'est plein de concepts comme ça, où en fait, l'objectif finalement derrière, c'est d'employer des autochtones pour faire des tâches de contre-insurrection à notre place. Donc, j'ai développé un concept qui se décompose autour de deux grands types. D'un côté, on a l'autochtonisation symétrique, qui est du coup entre deux États. C'est un État A étranger qui intervient au profit d'un État B et qui va l'aider en gros à faire face à son insurrection. Donc, qui va l'aider d'un côté en formant son armée, en envoyant des conseillers, en envoyant de l'aide militaire et financière, et de l'autre en combattant avec elle. Donc ça, c'est du côté symétrique et du côté asymétrique. Là, ici, c'est plutôt l'intégration de la population locale directement au sein des forces étrangères. Donc là, ce qui les regroupe, c'est plutôt des milices, par exemple, des milices d'autodéfense, des forces supplétives. Le critère de distinction entre symétrique et asymétrique, finalement, c'est la souveraineté de l'acteur qui est concerné. Avec cette matrice, j'ai essayé de l'appliquer à deux cas d'études historiques, qui sont d'un côté la guerre d'Indochine, qui a eu lieu de 1946 à 1954, et de l'autre la guerre soviéto-afghane de 1979 à 1992. Pourquoi ces deux cas-là? C'est parce que, en fait, pour tester mon concept, pour voir s'il est valide, s'il peut s'appliquer, le but était de le mettre en œuvre avec des cas historiques les plus différents possibles, afin de voir en fait ce qui peut s'adapter à n'importe quelle situation.
C'était jamais vraiment le cas, il y a toujours des adaptations à faire, mais c'est pour tester en gros un peu son caractère universel. Donc d'un côté, avec la guerre d'Indochine, on a un conflit de décolonisation, avec la France qui avait déjà une doctrine mise en place, imprégnée de la pacification coloniale, et de l'autre côté, l'Afghanistan, où là, l'URSS a certes un passé de contre-insurrection, mais totalement différent, beaucoup plus basé sur des techniques dites de brutalisation, beaucoup plus violentes. C'est un régime autoritaire, et aussi, ici, la contre-insurrection est entre deux États, tandis que du côté de l'Indochine, c'est entre un État et ses colonies. Donc, je vais commencer par présenter l'Indochine, après je présenterai l'Afghanistan, et on pourra faire Parce une qu'on est chauvin. conclusion. C'est Voilà. ça. Dans l'Indochine, la présence française est en soi très ancienne, elle remonte au XIXe siècle, ou avec une conquête progressive finalement du territoire qui va être organisée au sein de l'Union indochinoise en 5 territoires, la Cochinchine, une colonie, et 4 protectorats, donc le Laos, le Cambodge, le Tonkin et l'Annam. Voilà. Donc ça, c'est la présence française en Indochine, qui va commencer à connaître des troupes des années 20-30, où on a déjà des rébellions qui apparaissent, qui demandent l'indépendance, qui vont être matées par les Français, mais on a déjà des troupes qui apparaissent. La présence française va totalement être perturbée durant la Seconde Guerre mondiale, où en fait le Japon va être de plus en plus présent dans la colonie, un peu, enfin, s'imposer par la force. Au début, il y aura une sorte de cohabitation, mais ça va mener en mars 1945 à un coup de force du Japon qui va décapiter l'administration française. Et du coup, qui va accorder les indépendances aux territoires locaux. Donc le Cambodge, le Laos et le Vietnam vont déclarer l'indépendance. Une multitude de groupes nationalistes vont en profiter pour prendre le pouvoir. Ils sont très divisés, ils vont se combattre entre eux, etc. Mais ça n'empêche qu'ils vont réussir quand même à prendre le pouvoir sous diverses formes, dont notamment au Vietnam sous forme d'un gouvernement d'union nationale. C'est d'ailleurs au Vietnam, un acteur local va prendre de l'importance, c'est le Viet Minh. Essentiellement composé de communistes, le Viet Minh est en soi un front uni cherchant à réunir enfin le plus de nationalistes possible. Ils vont réussir à prendre le contrôle du nord du Vietnam, tandis qu'au sud, ce sera plus compliqué, ce sera d'autres nationalistes qui vont prendre le contrôle. La France va essayer de réimposer, on va dire, sa tutelle sur ses colonies dès septembre 1945. Donc au sud, avec l'aide des Britanniques, ça va plutôt bien se passer. Il y aura toujours des combats, etc., mais ça va réussir. Tandis qu'au nord, ils vont se retrouver forcés à devoir négocier avec le Viet Minh, menant à l'accord du 6 mars 1945, reconnaissant l'indépendance du Vietnam au sein de l'Union française. On va avoir une situation un peu de statu quo qui va durer un peu moins d'un an, avec une période de négociation qui va échouer à Fontainebleau, une sorte de guerre larvée au sud, tandis qu'il y a une trêve au nord, il reste qu'il y a des tensions. Et tout ça, ça va exploser à la fin de l'année 1946, notamment avec le bombardement d'Haiphong par les Français en novembre, le 23 novembre, puis par le coup de force du Viet Minh le 19 décembre, où là on a vraiment le début de la guerre d'Indochine. Et c'est là qu'on rentre du coup dans le cœur de sujet, à savoir comment est-ce que la France va employer les autochtones pour faire face au Viet Minh. Comme j'ai déjà dit dans ma matrice, il y a deux grands types, asymétrique et symétrique. L'effort français au début est principalement asymétrique. En gros, la France va chercher à reconstituer un système de supplétifs pour pallier ses défauts. Il y a plusieurs défauts à pallier. Le premier, c'est la crise des effectifs. La France n'a pas assez de soldats à envoyer en Indochine. Pour diverses raisons, elle est fatiguée après la reconstruction, elle doit aussi mobiliser des troupes à envoyer en Allemagne, parce qu'on est quand même dans une période de guerre froide. Plein de contextes qui fait que les renforts sont limités. Le supplétif se retrouve à être une solution pas chère, facile à équiper, facile à entraîner, avec un entraînement très primaire, mais ça reste plus facile, qui a une connaissance du terrain local et du terrain humain, qui est très utile pour tout type d'opération. Plusieurs témoignages disent que bah, en fait, la sécurité des convois, par exemple, dépend des supplétifs qu'il y a autour. Cette autochtonisation asymétrique, ça permet également d'intégrer, de mobiliser en fait la population contre le Viet Minh, d'éviter qu'elle tombe sous sa propagande et de la mobiliser avant le Viet Minh. C'est aussi pour ça qu'en gros, à côté des supplétifs intégrés au sein des unités régulières, qui auront des tâches diverses de défense de poste ou de reconnaissance durant des opérations classiques, on va aussi voir le développement de milices d'autodéfense, qui ont, elles, un rôle plutôt de défense fixe de village. Et c'est un système qui va se mettre en place dans toute l'Indochine, principalement au Cambodge, mais dans toute l'Indochine quand même, qui permet d'assurer en fait la sécurité de la population qui est pro-française, en gros. À côté, on a d'autres formes d'autochtonisation asymétrique,
notamment les commandos, qui sont des supplétifs avec des missions particulières, avec un statut particulier, qui sont utiles pour faire de la reconnaissance dans les territoires contestés entre la France et le Viet Minh. Donc voilà, c'est de la reconnaissance dans des terrains, de l'infiltration, de la destruction de dépôts, du renseignement. C'est pas des troupes de choc, c'est vraiment des troupes de renseignement à la base. À côté, on a aussi l'emploi de maquis autochtones. Donc en fait, la France va mobiliser les ethnies montagnardes des hauts plateaux du Tonkin et en fait va les organiser, surtout à partir de 1950-1951. Va commencer à les organiser dans des maquis qui vont prendre différents noms, genre on a Colibri par exemple, on a Conseil. Et ces maquis vont en fait faire de la guérilla sur les arrières du Viet Minh. Donc en zone insurgée, ils vont saboter leur effort, attaquer leur ligne de communication, ce qui va permettre en gros de mobiliser une partie des moyens du Viet Minh, autre part que dans l'attaque des forces françaises. Enfin, un autre aspect de l'autochtonisation asymétrique, c'est le jaunissement. Donc c'est un terme utilisé par l'époque qui consiste en fait au recrutement des autochtones au sein des unités régulières, parce que les supplétifs n'étaient pas... En fait, c'était des unités irrégulières, en dehors en soi de l'armée classique, tandis que là, on va recruter directement des autochtones au sein de l'unité classique. Donc en gros, dans ma section, je vais avoir un groupe entièrement composé de Laotiens, par exemple. Dans l'armée française, Dans enfin l'armée dans française, l'armée oui. détachée, Dans le corps française détachée. expéditionnaire français en Extrême-Orient. Donc ce jaunissement est très important et va permettre de, encore une fois, pallier au manque d'effectifs, qui se retrouve en fait à un tel point qu'il va y avoir un moment, à partir de 1952, plus d'autochtones que de Français métropolitains. En fait, la présence de métropolitains au sein du CFO, donc le corps expéditionnaire en Indochine, elle représente environ entre 30 et 40%, et le reste est composé soit d'autochtones, soit de troupes coloniales. Pour montrer un peu aussi la crise des effectifs a poussé en fait la France à chercher des ressources partout. Donc cette autochtonisation symétrique permet certes de mobiliser la population, d'avoir de soutien local, d'avoir du renseignement, de résoudre en partie la crise des effectifs, mais en fait, c'est pas suffisant pour trouver une solution politique au conflit armé. Ça ne donne pas assez de moyens, le Viet Minh se renforce de plus en plus, et on a besoin finalement d'armées plus organisées, plus motivées, disposant de leur propre légitimité que de la légitimité coloniale française. C'est là qu'on va voir le développement du coup de l'autochtonisation symétrique qui va arriver un peu plus tard, après. Il y a des négociations autour de l'indépendance du Vietnam notamment, qui vont durer de 1946 à 1949, mais qui vont vraiment être mises en place à partir de 1949 via ce qu'on appelle la solution Bao Dai. C'est-à-dire on va rappeler l'ancien empereur d'Annam, Bao Dai, et le mettre au trône d'un Vietnam unifié. Donc avec un peu de mauvaise foi française, en fait, ces négociations vont prendre beaucoup de temps, parce que la France cherche à garder le plus de contrôle possible sur ses colonies, et c'est pour ça que ça n'arrive qu'en 1949. Mais à partir de 1949, en fait, le contexte a changé. La Chine communiste rentre dans le jeu et soutient massivement le Viet Minh. Ça change la nature du conflit et la France se rend compte qu'elle ne peut plus gagner seule militairement le conflit, en fait, qu'elle a besoin d'armées locales. Et c'est pour ça qu'elle va pousser, enfin, elle va organiser le développement d'armées locales de 1949 jusqu'à la fin du conflit. Ce qui va nous donner trois armées, l'armée cambodgienne, qui a environ 36 000 hommes à la fin du conflit, l'armée laotienne, une vingtaine de milliers d'hommes, et l'armée vietnamienne, qui a environ 250 000 hommes. Ce développement se fait notamment via deux types d'aides. Donc l'aide française, qui envoie de l'aide certes matérielle et financière, mais surtout qui fournit des encadrements via la mission militaire française, donc des officiers français qui vont en fait être intégrés dans les unités vietnamiennes et commander au nom de l'armée du Vietnam des unités vietnamiennes. Et aussi l'envoi de conseillers qui vont aider du coup, au développement de cette armée, à la formation, etc. À côté, la deuxième aide, c'est l'aide américaine, qui se fait de plus en plus présente et qui est en fait vitale pour le développement des armées locales. Car c'est les livraisons d'armes américaines qui permettent la création de nouveaux bataillons vietnamiens, par exemple. Cette autochtonisation symétrique va connaître des limites, notamment du fait de la méfiance entre les nationalistes locaux et la France, où la France est un peu de mauvaise foi, cherche à garder le contrôle, tandis que les nationalistes locaux souhaitent, pour une partie d'entre eux, juste le départ de la France, qu'il soit remplacé par le soutien des États-Unis, qu'ils estiment plus neutre, ou en tout cas avec moins d'arrière-pensée coloniale. Ça va créer tout un tas de tensions durant tout le conflit, qui va affaiblir aussi la légitimité du gouvernement vietnamien, qui n'a réussi pas finalement à s'établir face au Viet Minh, qui lui, du coup, dispose d'une certaine indépendance, d'une certaine propagande. Ho Chi Minh et le Viet Minh jouent très bien là-dessus. Et du coup, en fait, le gouvernement du Vietnam a du mal à convaincre.
contrairement au gouvernement du Cambodge et Laos qui, eux, ont un roi déjà en place depuis longtemps, organisé, avec une plus grande légitimité, et en plus une certaine haine du vietnamien qui permet de mobiliser la population contre le Viet Minh. Pour le Vietnam, c'est totalement différent. L'État est corrompu, dispose de très peu d'administrateurs compétents, a des problématiques de légitimité, ce qui fait qu'il a du mal à recruter, à disposer d'une armée motivée aussi. Ce qui va devenir très problématique du coup dès qu'on va engager les bataillons vietnamiens face au Viet Minh. Il va également avoir beaucoup de problèmes de désertion. Tout ça ensemble fait que la France ne pourra pas compter, comme elle le souhaitait, sur les armées locales pour mettre fin en fait à la guerre contre le Viet Minh. Elles ne seront pas suffisantes elles n'arriveront pas à maturité à temps pour lutter contre le Viet Minh. Et c'est pour ça que à Dien Bien Phu, finalement, c'est un peu le constat de cet échec, où la France, du coup, perd une base aéroterrestre qui se fait assiéger par le Viet Minh. Et c'est un constat de l'échec de l'Indochine, la France ne peut plus rien faire là-bas. Les nationalistes locaux ne veulent que notre départ. Il faut qu'on trouve une voie de sortie à ce conflit et il faut qu'on parte. Même s'il y avait des espoirs de maintenir une sorte de présence plus légère au niveau des conseils, etc. Là, c'est les gouvernements locaux, après la signature des accords de Genève en 1954, qui vont dire que non, la France doit partir, on quitte l'Union française, et il n'y aura plus de troupes françaises là-bas. Donc voilà. Donc en gros, c'est l'échec finalement de l'effort d'autochtonisation français en Indochine, qui est dû à une conscience trop tardive, une prise de conscience trop tardive de la réalité de cette guerre, que en fait l'ère coloniale était finie, qu'il ne pouvait plus maintenir un contrôle comme avant il l'avait fait sur ces colonies, qui en fait devaient apprendre à laisser la main à des gouvernements locaux. Ça n'aurait peut-être pas fonctionné, c'est possible, mais ça aurait eu plus de chances de lutter contre un Vietnam communiste. Donc, voilà. Donc ça, c'était en résumé ma partie sur l'Indochine. Et Et en 10 minutes, en 10 minutes, l'Afghanistan. c'est pas mal. Voilà, c'est l'idée. En Afghanistan, on a une situation tout autre, où en gros, on fait face à un État qui était une ancienne monarchie, qui s'est fait renverser en 1973 par le cousin du roi. Dans les années 70, on passe d'une monarchie à une république, qui cherche à se moderniser et à se déconnecter en gros de sa base, de sa légitimité islamique à la base. À côté, du coup, on va voir le développement d'un parti communiste afghan. C'est le Parti démocratique du peuple afghan, le PDPA, qui est créé en 65 et qui va en gros chercher à prendre le pouvoir. Le problème de ce parti, c'est qu'il est divisé. Il va connaître des décisions très tôt qui vont influencer tout le reste du conflit. En fait, on va avoir une division entre la tendance calque, avec notamment Taraki, le président Taraki, enfin le fondateur Taraki, qui sera le premier président de la République démocratique d'Afghanistan, secondé par Amin, Azifullah Amin. Et de l'autre côté, on a Karmal et par exemple plus tard Najibullah, qui sont eux de la tendance Parcham, plus proche du pouvoir. Il va y avoir des tensions entre eux, basées sur différentes tensions idéologiques, personnelles, etc. Mais ils vont réussir à se réunir dans les années 70 pour chercher à prendre le pouvoir contre le président Daoud, qui est à la tête de la République. Ils vont y réussir via un coup d'État un peu organisé au dernier moment en avril 1978, et du coup à prendre le pouvoir en Afghanistan. Le problème, c'est que Ça va pas durer. ça va pas durer, exactement. En fait, ils vont mettre en place un programme communiste de façon très brutale, et en fait, ils vont violenter la population, ignorer un peu les coutumes locales, etc. Plein d'éléments comme ça qui vont faire que le gouvernement de Kaboul va se mettre à dos toute sa population. À part hormis quelques élites urbaines, toute sa population rurale, parce que l'Afghanistan est essentiellement rural, va s'opposer au gouvernement afghan. Donc voilà, va aussi avoir le retour des tensions au sein du PTPA, ou entre Parcham et Kalk, va avoir des purges internes. Donc Karmal va se faire exiler, le Parcham va se faire purger, va avoir des purges au sein de l'armée, puis au sein même de la tendance Kalk, etc. Et en fait, ça va affaiblir l'État afghan, qui perd énormément d'éléments, qui connaît des désertions, qui en fait, pour éviter tout simplement la prison ou l'exécution, vont fuir du côté des Moudjahidines. L'État afghan est dans un état catastrophique en 1979, en train de perdre le contrôle de son pays. Et c'est pour ça que l'Union soviétique va décider d'intervenir. D'un côté, pour venger Taraki, qui s'est fait assassiner par Amin durant des luttes internes, mais aussi en fait pour essayer de stabiliser son flanc sud et éviter qu'il y ait une propagation de l'instabilité au sein des républiques d'Asie centrale soviétique. Donc l'intervention à la base, c'était juste dans l'idée de
on intervient, on élimine Amin, on met Karmal à la place, et tout va bien aller, on pourra partir derrière, ça va stabiliser. Ça n'a pas fonctionné comme ça, parce qu'en fait, ils vont se rendre compte que l'État afghan est dans un état, comme je l'ai dit, catastrophique, et ils vont en fait se retrouver obligés d'intervenir pour lutter face aux Moudjahidines afghans. Ces Moudjahidines afghans sont d'ailleurs très divisés entre plusieurs groupes, partis islamistes, chiites, maoïstes, monarchistes, etc. Ils sont très divisés, mais l'intervention de l'URSS va leur donner un ennemi commun, et c'est pour ça qu'ils vont L'URSS. déclarer, voilà, c'est ça, et ils vont déclarer le djihad contre elle. Donc, c'est comme ça que l'Union soviétique s'est retrouvée embourbée finalement en Afghanistan pendant près de 8 ans, donc jusqu'en 1989, et où en fait il va y avoir plein de problèmes de coordination, de problèmes au niveau des décideurs aussi, parce que les secrétaires généraux vont s'enchaîner à l'époque, parce qu'ils meurent tout simplement, de maladies, de vieillesse, etc. On va en connaître 4 durant la guerre d'Afghanistan, ce qui n'aide pas à la mise en place d'une stratégie sur le long terme. Le plan initial c'était de faire comme l'intervention de Prague en 1968, ça a échoué. Du coup, le plan est devenu de renforcer l'armée afghane afin qu'elle prenne le relais le plus rapidement possible pour que la 40e armée soviétique puisse se retirer d'Afghanistan. Et ça, en fait, ça va prendre énormément de temps, ça va être très complexe à cause du coup de la faible légitimité de l'État afghan. Donc on va avoir un processus d'autochtonisation symétrique qui va être très limité par ça. Il n'est pas légitime, son administration est toujours corrompue, et c'est miné par les dissensions internes parce qu'on retrouve encore ces luttes entre Parcham et Kalk, ou entre trop d'autres factions en soi. Tout ça va miner l'effort d'autochtonisation symétrique mis en place par les soviétiques, pourtant qui envoient massivement de l'argent et du matériel. Il y a plus d'1 millier de chars de combat qui est envoyé durant 8 ans. Voilà, il y a énormément de matériel qui est envoyé. On va former plusieurs forces armées. Donc on a l'armée de terre, on a les Sarandoks qui sont une police paramilitaire, le CAD qui sont un service de renseignement. Et en fait, on va avoir plein de forces militaires comme ça, mais qui seront pas forcément très efficaces. Parce qu'ils vont connaître plein de désertions, qu'elles sont acquises à cause des insurgés pour certaines, et qui vont du coup trahir en fait leurs camarades. Et on retrouve toujours ces dissensions, il n'y a pas de coordination. Et dans l'effort d'autochtonisation aussi, les soviétiques ne se coordonnent pas entre eux. Le ministère de l'Intérieur s'occupe de former la police afghane, tandis que l'armée de terre s'occupe de former l'armée de terre. Et il n'y aura pas de communication entre eux, hormis à Moscou au sein du Politburo. Ce qui n'aide pas finalement à avoir un effort efficace et coordonné. Ouais. Également, dans cette autochtonisation, les conseillers soviétiques sont très condescendants à l'égard des Afghans. En fait, ils les considèrent très peu, ils les considèrent peu efficaces, comme des traîtres un peu, qui juste attendent le bon moment pour les trahir. Et c'est pour ça qu'il va y avoir une forte méfiance. Le Conseil soviétique, qui est censé être en arrière-plan, va en fait se retrouver à décider, à choisir et à planifier à la place du militaire afghan. Ce qui n'aide pas vraiment dans un effort, parce que le but initial, c'est quand même à ce que les autochtones, donc les Afghans, remplacent les soviétiques. Si en fait le soviétique fait tout, ça n'aide pas du tout dans cet effort-là. Donc voilà, donc on a tout un tas de méfiance et de condescendance qui vont miner à nouveau l'effort d'autochtonisation. Malgré tous ces échecs, l'armée afghane réussit quand même à monter en puissance. On va connaître une montée des effectifs, une autonomisation de plus en plus grande, mais elle sera toujours pas assez efficace pour mettre fin à la rébellion. Sauf que Gorbatchev, lui, veut juste évacuer l'Afghanistan, qui n'est qu'une plaie sanglante selon lui, et en fait sortir de ce bourbier. Et c'est pour ça qu'il va organiser l'évacuation de la 40e armée en 1988 et en 1989. Najibullah, qui est le nouveau dirigeant, ne pas de se retrouver seul en soi, certes aidé financièrement et militairement par les soviétiques, mais va se retrouver seul face aux Moudjahidines. Il va normalement réussir à survivre 3 ans grâce à une politique pragmatique, notamment la réconciliation nationale, mais aussi via l'emploi de milices, qui sont souvent d'anciens Moudjahidines qui ont été ralliés. Et ces milices vont en fait remplacer le rôle de l'armée qui n'est pas jugé fiable, notamment depuis 1990 après une tentative de coup d'État. Et en fait, c'est ces milices qui vont prendre le rôle des forces armées, des forces de sécurité, et qui vont prendre de plus en plus de pouvoir jusqu'en 1992, et se rendre compte que finalement, avec la dissolution de l'URSS, Najibullah n'a plus les moyens de payer tout le monde, et que en fait, les milices deviennent plus puissantes, n'ont plus besoin du gouvernement de Kaboul pour exister. Et ils vont décider de le trahir et de laisser les Moudjahidines en gros prendre Kaboul. C'est ainsi que Dostum trahit Najibullah en 1992. Et voilà, c'est comme ça que la guerre soviéto-afghane prend fin, qui va s'enchaîner par différentes guerres civiles qui vont suivre,
Mais voilà, on arrive finalement à un échec de l'effort d'autochtonisation en Afghanistan à cause donc, de plein de problèmes de légitimité et finalement de manque de planification qui ont fait que les soviétiques n'ont jamais réussi à former un État afghan capable de faire face à l'insurrection. Donc ça, c'était mes 2 cas d'études sur la contre-insurrection, enfin sur l'autochtonisation de la contre-insurrection, qui m'ont permis en fait de mettre à l'épreuve mon concept, ce qui a plutôt bien fonctionné. J'ai dans mon mémoire au début une matrice initiale qui a été évoluée dans la conclusion vers une nouvelle matrice, parce que j'ai eu des retours du coup via les cas historiques finalement pour améliorer mon concept qui n'était pas parfait. Mais voilà, on a un concept qui peut fonctionner pour analyser les contre-insurrections, mais qui pourrait être utile en fait pour analyser d'autres types de conflits. Donc on peut penser au conflit armé Colombie, à la guerre d'Algérie, à la guerre de Tchétchénie, dans différentes en fait, insurrections en Afrique par exemple. On peut analyser l'emploi des autochtones par les puissances étrangères, comment ils sont employés, comment ils sont mobilisés, quel est l'effort d'assistance, comment ça se concrétise. Et ça permettra peut-être de, en fait, de remettre au centre cet autochtone qui est un peu oublié parfois par les études sur la contre-insurrection. Ok, ton mémoire était passionnant. Donc pour les auditeurs, bien évidemment, vous avez la version longue de cette discussion qui est déjà disponible sur toutes les plateformes de podcast et sur le site internet du Dazibao. Je mettrai le lien. Je mettrai aussi le lien vers ton mémoire. Qu'est-ce que tu fais maintenant, Mathéo? Est-ce que tu continues la recherche? Alors oui, en soi j'ai un stage au sein d'un institut de recherche, donc c'est l'IUSD à Lyon 3, où bah, j'aide le pôle, enfin l'institut dans ses activités de recherche, j'écris une note de recherche également. J'aide aussi dans les activités de wargaming. Et à côté, je prépare aussi un projet de thèse, toujours dans le cadre de la contre-insurrection, pour, si possible, commencer un doctorat à partir de septembre 2026. Ok, bah c'est tout ce qu'on souhaite. Merci beaucoup Mathéo d'avoir fait cet épisode en bref avec moi. Je te souhaite plein de bonnes choses pour cette future thèse et puis je te dis à bientôt. Merci beaucoup, merci à toi, à bientôt. Bye bye. They don't seem to catch it.